ordinateur. Tu peux commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à cet atelier dans le cadre du Symposium sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, un levier concret de transformation sociale. Donc, cette activité-là vise à parler des activités d'éducation à la citoyenneté mondiale, particulièrement des organismes de coopération et de solidarité internationale au Québec, et comment les activités d'éducation à la citoyenneté mondiale contribuent à la transformation sociale et à des changements personnels, relationnels et systémiques, comment elles stimulent l'engagement social et citoyen, et regarder un peu les effets tangibles chez les personnes, dont des jeunes et les communautés et la société en général. Je me présente, je suis Nancy Burroughs, je vais être l'animatrice de l'activité. Je suis chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale à l'ACOSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et l'ACOSI est un regroupement de 70 organismes de solidarité internationale au Québec et on travaille pour la défense des droits des femmes, des droits humains, de la paix et l'environnement notamment. Le déroulement de l'atelier, nous avons avec nous deux personnes qui travaillent et militent chez les membres de l'ACOSI. Donc, nous avons Dominique Forget, qui est agente d'éducation à la citoyenneté mondiale au Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke depuis 2013. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et d'un certificat de deuxième cycle en pédagogie. Et son champ d'intérêt principal est l'importance du développement des compétences citoyennes à l'adolescence. Vous pouvez avoir les notes biographiques plus détaillées sur le site web du symposium. Et la deuxième personne ressource est Philippe Tousignan, qui est conseiller principal à EduConnexion, qui est un organisme d'éducation civique et à l'éco-citoyenneté mondiale, qui est également chargé de cours au certificat en coopération et solidarité internationale à l'Université de Montréal. Et il coordonne, facilite et participe à la création et le déploiement d'approches éducatives présentes depuis 10 ans dans plus de 35 000 établissements scolaires à travers le monde. Et il forme également des centaines d'intervenants et intervenantes chaque année en pratiques éducatives transformatrices. Alors, le déroulement de l'activité aujourd'hui, je vais faire une petite introduction et après ça, nous allons avoir 3 périodes où Philippe et Dominique vont nous partager des expériences concrètes. Donc, d'abord, ils vont nous présenter 3 études de cas. Ensuite, on va regarder la question de la transformation sociale et les changements, les différents changements personnels, relationnels et systémiques. Finalement, la question de l'engagement social et citoyen. Et à la fin de l'heure, nous aurons la possibilité de répondre à vos questions, d'avoir d'autres échanges autour des pratiques d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, si celle-là vous va comme déroulement de l'atelier, je vais juste commencer avec une petite mise en contexte. Donc, si ça vous va, nous à l'ACOSI, on appelle l'éducation à la citoyenneté mondiale ECM, donc ça va plus facile pour notre jazz de parler d'ECM. Et vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que l'ECM? Qu'est-ce que l'ECM selon nous? On a toute une définition qui est sur le site web de l'ACOSI, si ça vous intéresse dans le détail, mais dans le fond, l'ECM, le but de l'ECM, c'est sensibiliser, informer, conscientiser, mobiliser, engager, influencer, défendre, former, co-construire, dialoguer, valoriser et toutes sortes d'autres processus qui permettent le changement social. Les activités d'ECM se déroulent auprès de la population en général ou auprès des populations ciblées. Ça peut être des enfants, des jeunes d'âge scolaire, des jeunes 18-35, d'autres populations spécifiques, des femmes, des populations immigrantes, autochtones. Donc, il y a toutes sortes de publics différents. Et l'approche d'ECM, l'ECM, c'est des activités ou des démarches participatives et co-constructives. Et nous parlons de 5 pôles d'action de l'ECM. Donc, il y a des activités de sensibilisation, des actions de sensibilisation.
de formation, de recherche, de mobilisation et de plaidoyer. Donc, c'est les 5 pôles de ce que nous, on appelle l'ECN. Et des exemples, évidemment, bon, il y a des campagnes, des événements, des conférences, des ateliers, des formations, du mentorat, toutes sortes de types d'activités donc, qui visent la transformation sociale. Et ça se déroule à la fois, il y a des activités qui se déroulent dans les espaces formels, donc on parle d'établissements d'enseignement, des écoles, des cégeps, qui sont des collèges au Québec, des universités. Ça se passe donc dans les espaces formels, des espaces non formels. Ça peut être des milieux d'éducation populaire, des activités parascolaires, le milieu syndical, etc. Et dans les espaces informels, donc des lieux de divertissement, des festivals, des parcs, des événements extérieurs, dans les cuisines, dans les lieux de la vie quotidienne. Donc, vraiment, c'est une multitude de types de démarches et d'activités. Et l'ECN permet de comprendre et vise la compréhension des causes structurelles des rapports de pouvoir qui créent des injustices et des inégalités. Et ça vise la transformation sociale à 3 niveaux. Donc, ça vise des changements personnels dans nos gestes, dans nos habitudes de vie, dans nos comportements. Ça vise aussi des changements relationnels, c'est-à-dire des changements dans nos relations avec les autres, mais aussi avec la planète. Et ça vise aussi des changements systémiques dans nos politiques, l'organisation sociale, l'économie, l'environnement, au niveau environnemental et tout ça. Et peut-être juste pour finir la petite topo, je dirais que l'ECM privilégie aussi l'action en réciprocité avec les personnes et les communautés dans une perspective de co-construction de savoir-être et de pouvoir agir. Donc, la notion de co-construction, de réciprocité sont au cœur des activités d'ECM. Alors, ça, c'est la petite introduction de qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale selon les membres de l'ACOSI. Et sans plus tarder, je vais suggérer d'abord à Dominique et ensuite à Philippe de nous présenter trois exemples d'éducation à la citoyenneté mondiale qu'ils voulaient nous partager. Fait qu'ils vont présenter ces exemples-là, puis après ça, on va aller dans d'autres aspects plus spécifiques. Donc, Dominique, est-ce que tu veux lancer la balle? Oui, merci Nancy. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Donc, pour ma part, l'exemple que j'avais envie de partager ce matin, c'est un projet qui s'appelle la simulation de l'Assemblée générale des Nations unies, qu'on va appeler à partir de maintenant SAGNU. Donc, la SAGNU, c'est un projet parascolaire qui existe depuis 25 ans en Estrie, qui est depuis le tout début coordonné par le Carrefour de solidarité internationale, en collaboration avec l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Donc, il y a des étudiants de sciences politiques qui sont impliqués dans ce projet-là aussi depuis le tout début. En quoi ça consiste, grosso modo, ce projet-là? Bien, en fait, c'est une simulation de l'Assemblée générale des Nations unies, comme on peut la voir des fois dans les milieux universitaires, entre autres, mais qui a été complètement adaptée pour des jeunes de niveau secondaire, donc secondaire 4 et 5. Donc, très concrètement, en équipe de 2, les jeunes représentent un pays, donc forment une délégation et pendant toute la durée du projet, vont devoir apprendre sur leur pays et ensuite défendre un petit peu, représenter ce pays-là dans le cadre de la simulation qui a lieu en toute fin de projet. Et il y a toujours 2 thèmes, 2 commissions. Donc, donc, les jeunes sont associés à un des 2 thèmes selon leur pays. Puis, donc, vont devoir aussi en apprendre sur ce thème-là. Pour vous donner une idée, donc, c'est des thèmes qui peuvent être abordés au niveau de l'ONU. On met toujours ça en lien aussi avec les objectifs de développement durable. Puis, c'est, par exemple, cette année, la traite des humains, puis les pertes et préjudices nationaux en lien avec les changements climatiques. Donc, c'est vraiment des sujets super concrets sur lesquels les jeunes, souvent, ont très peu de connaissances, puis vont devoir non seulement en apprendre sur le sujet, mais aussi comment leur pays est affecté ou affecte les autres pays en lien avec ces sujets-là. Donc, c'est une centaine de jeunes par année qui prennent part à ce projet-là. Puis,
Ça se déroule sur 4 mois, donc il y a de la formation, il y a de la mobilisation de jeunes à travers tout ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est, tantôt Nancy parlait des 5 pôles, on forme les jeunes à faire du plaidoyer aussi à travers ce projet-là. Donc, non, ce n'est pas un plaidoyer qui va aller au gouvernement en tant que tel, mais on les outille pour qu'ils puissent ensuite en faire. Donc, c'est un projet qui est quand même sur plusieurs des pôles de l'ECM. Ce projet-là est né d'un besoin à la base des écoles d'offrir des activités parascolaires en lien avec la prise de parole, la participation citoyenne, l'engagement. Donc, outre le bénévolat ou des clubs pour faire des joutes oratoires, par exemple, il avait envie d'ancrer ça dans du concret. C'est ce qui a donné lieu à ça il y a 25 ans avec l'École de politique appliquée qui, eux, avaient envie de trouver des opportunités de stage pour leurs étudiants au bac. Donc, ce mélange-là de besoins a créé cette activité-là qui s'est peaufinée, améliorée d'année en année. C'est pour ça que cette année, on en fête les 25 ans. Puis plus tard, aujourd'hui, j'aurai l'occasion de parler des impacts concrets que ce projet-là a chez les jeunes, puis sur la société. Donc, je vais laisser la suite à Philippe. Oui. Bonjour tout le monde, très heureux de vous voir. Justement, Philippe, je veux juste voir, Dominique, est-ce que tu veux que... Donc, il y a cette photo-là, mais je pense que tu en avais deux autres, juste pour qu'on Oui, effectivement, ça permet de vous donner une idée. Donc, la première photo qu'on voyait, c'était l'Assemblée générale. Donc, quand tous les élèves reviennent ensemble pour voter sur les projets de résolution qui ont été travaillés par chacune des commissions au courant de la journée. Puis ici, c'est une salle de commission. Donc, les jeunes sont en délégation. Puis, il y a des débats, donc vraiment de la prise de parole, des discours formels, qu'il y a aussi des moments de caucus, de négociation, où là, c'est vraiment de la persuasion de délégation à délégation. Donc, toute la journée se déroule dans cette ambiance-là, très officielle aussi, qui fait vraiment partie du projet, la découverte du protocole d'assemblée, qui est un gros acquis avec lequel les jeunes ressortent à la fin de ce projet-là. Et bon, une belle photo de prise de parole en public. Donc, c'est souvent, on a des jeunes qui disent, prochain, moi, je vais être bonne pour faire les recherches, moi, je vais aider pour préparer les discours, mais je ne parlerai pas. Puis finalement, au fur et à mesure que le projet avance, pratiquement tout le monde va au micro puis réussit à prendre la parole devant une assemblée de quand même 120, 125 personnes, compte tenu qu'il y a des enseignants, des étudiants de l'université, tout ça. Donc, c'est vraiment super inspirant de voir tout ça chaque année. Super, merci. Philippe, veux-tu que j'aille à l'autre diapo pour… Oui, on peut aller à l'autre diapo, mais non, effectivement, c'est tellement cool dans votre projet de mêler aussi des étudiants et des élèves de différents niveaux. Là. Ça peut créer tellement des belles synergies. Donc, 2 projets de notre côté. Donc, bonjour tout le monde, très heureux de vous voir aujourd'hui. Donc, 2 projets que je vais vous partager à l'instant. Donc, le premier, c'est le tribunal permanent des peuples. Il y a eu une session spéciale sur l'industrie minière canadienne, là, spécifiquement là, qui opère en Amérique latine. Et ensuite, des projets de réforme et de transformation là, de programmes scolaires là, pour y injecter le CM. Donc, dans le premier cas, le projet est né en réalité là, face aux situations problématique. Problématique, c'est un euphémisme épouvantable là, de l'industrie minière canadienne opérant évidemment à l'étranger, là, hors Canada. On a très peu de lois d'application extraterritoriale, donc l'industrie minière canadienne souvent disons, des coulées franches là, pour faire les activités souhaitées à l'étranger avec très peu de restrictions. Évidemment, ça mène assez régulièrement à des violations de droits humains assez importantes. Alors, une équipe d'OCI, d'organismes de coopération internationale à Montréal et au Québec ont décidé de se mettre ensemble pour faire venir le tribunal permanent des peuples à Montréal pour tenir une séance sur les situations de violation de droits humains de l'industrie minière canadienne en Amérique latine. Alors, le TPP, c'est juste pour mettre en contexte, c'est un tribunal d'opinion qui s'appuie sur la Déclaration universelle des droits des peuples, donc la déclaration de Alger là, de 1976, et sur tout instrument de droit international disponible là, pour en faire rendre ses verdicts. Puis le tribunal permanent reçoit à la manière d'autres tribunaux réguliers là, des témoignages avec leurs preuves, etc. Donc, il y a tout un processus là, très officiel qui encadre aussi le tribunal.
Et cet exemple-là est vraiment intéressant parce que autant c'était un incroyable exemple, en fait, d'exercice du pouvoir citoyen, parce que ce sont des citoyennes, des citoyens qui organisaient ça. Donc, les organisations à la base de ça, c'était le CEDAL, le Comité pour la défense des droits humains en Amérique latine, ainsi que le PAQG, le projet d'accompagnement Québec-Guatemala, avec après une kyrielle d'autres organisations comme Développement et Paix, Connexion Justice sociale, la nôtre autrefois, et plusieurs autres là, qui sont venus se joindre là, pour des petits aspects logistiques là, ou pour aider des fois soit à la médiatisation de l'événement ou à payer les billets d'avion pour s'assurer qu'on ait des personnes pour témoigner au tribunal, puis etc. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, c'est devenu un grand exercice, finalement, un exemple d'exercice de pouvoir citoyen, mais aussi une vaste opération de sensibilisation de la population canadienne sur les exactions des entreprises minières qui opèrent à l'étranger, ainsi que, évidemment, tout ça a pu se transformer en différentes formes de plaidoyer, campagnes de plaidoyer, puis on s'en reparlera plus au niveau des impacts, qu'est-ce que ça a donné, mais c'est ça, c'est un projet qui a pu opérer vraiment sur différents niveaux à la fois. Donc, je trouvais ça intéressant là, de vous l'apporter aujourd'hui. Et le deuxième projet, donc on peut passer à la diapo suivante, Nancy. Ah oui, non, ça c'est toujours sur le premier, mais ça va être pour parler des impacts tantôt. Et on peut passer au suivant. Donc, ici, vous avez des photos j'ai essayé de les mettre petits là, pour cacher les visages, mettre des petits points blancs sur les visages des enfants, là, parce qu'il y en a pour lesquels on a les autorisations de diffusion, d'autres moins. Là. Mais donc ici, vous avez des photos en réalité d'une école à Sainte-Martine, Centre de services scolaires Vallée des Tisserands, qui a créé un programme citoyenne du monde. Mais ce n'est pas le seul. Donc, même principe, commission scolaire des Samars, en fait, centre de services scolaires des Samars, une école qui a développé un programme complet d'ouverture sur le monde, etc. Donc, plusieurs écoles ont développé des programmes finalement d'ECM, d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et à l'intérieur de ces programmes-là, généralement, on parle soit de la mise sur pied comme telle, en fait, de ces programmes-là, donc ça a été un peu l'appui de notre organisation dans ce cadre-là, ou des fois de la réorganisation là, ou de la refonte de ces programmes-là pour les faire, les amener un petit peu dans le 21e siècle en termes d'approche d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, sortir de la sensibilisation caritative et assistentielle, sortir, aller un petit peu plus loin là, que l'éducation au développement durable, puis vraiment aller s'asseoir en éducation à la citoyenneté mondiale sur le développement de compétences critiques et autres. Également, ce sont généralement des concentrations là, qui intègrent des forts volets en fait, des programmes, mais des forts volets d'engagement social et communautaire des élèves. Donc, on parle souvent des programmes de bénévolat, mais cette fois-ci, très structurés, en fait, avec toute une progression là, vraiment spécifique, des suivis pointus, et des considérations particulières sur les stades de développement du cerveau, puis les stades de l'engagement à l'adolescence ou de la préadolescence à l'adolescence. Et je vais juste déjà vous pister là, sur les résultats d'un de ces projets, même si on va parler tantôt des impacts, mais on parle quand même de quelques écoles qui ont pu mettre en place ce type de programme-là. Et dans une école en particulier, les élèves avaient été sélectionnés pour ce volet spécial-là sur la base de leur volonté d'engagement, et non de leurs résultats scolaires. Et spécifiquement, on s'était retrouvé avec des élèves qui étaient dans le 20% le plus faible en termes scolaires au niveau de la commission scolaire en entier. À l'époque, c'était des commissions scolaires. Et c'était la première fois qu'on obtenait une classe sans échec. En fait, c'est la première fois que cette école-là a obtenu une classe sans échec, alors qu'à l'origine, c'était des élèves dont la vaste majorité était en situation d'échec. Mais à la fin de l'année, donc c'était la première fois que dans tout le centre de service, on obtenait une classe sans échec. Donc, quand même quelque chose d'assez fascinant sur comment l'engagement citoyen et la mobilisation ont pu amener les jeunes à se dépasser eux-mêmes, à se redécouvrir puis à acquérir un pouvoir différent sur eux-mêmes et dans leur environnement immédiat. Donc, voilà, c'est ça, 2 projets sur lesquels j'espère qu'on pourra continuer à échanger tantôt. Merci Philippe, merci Dominique. Allons-y justement avec la question de la transformation sociale. Donc, comme on disait tantôt, on vise
par les activités d'ECM, la transformation sociale au niveau des changements personnels, donc chez les personnes, les changements relationnels, la communauté, les changements systémiques, la société, le macro. Si on parle de façon tangible, là, peut-être juste dire que je vais partager ici et là, quand c'est pertinent, quelques résultats de la COSI a fait un sondage auprès des membres des organismes de coopération et solidarité internationale membres en juin 2021. Et par la suite, on a, d'ailleurs, je ferai un plug, écrit un chapitre sur le même thème que cet atelier dans le livre qui vient d'apparaître. Peut-être que Patrick, tu pourrais mettre même dans le clavardage, où je le mettrai tantôt, le lien vers ce livre que vous pouvez acheter avec un chapitre écrit en tout cas, sur ce sujet-là. Bref, et donc, les résultats de ce sondage-là, c'était pour un peu voir c'est quoi les pratiques des organismes de coopération internationale au Québec en termes d'ECM et c'est quoi les observations en termes de changement réel. Là, on va avoir des exemples donnés sur ces trois projets-là dont Philippe et Dominique parlaient, mais entre autres, on voit dans les résultats de ce sondage-là que souvent les organismes organisent des activités autour de thèmes, donc de thématiques, qui est une des stratégies privilégiées. Puis ces thèmes, bon, des fois c'est en lien avec l'égalité des genres, réduction des inégalités, l'éducation. Bon, on a vu dans la question des droits humains ou l'engagement ou bon, les compagnies minières, etc. Il y a différents types de thèmes comme ça. Et travailler par thème, des fois, peut aider aussi à amplifier la voix des populations les plus marginalisées et vulnérables sur des enjeux importants. Puis, une autre importance, en tout cas, de ce qui se relève, c'est l'importance que le pouvoir de changement soit entre les mains de la population ou entre toute la question de l'empowerment, dans le fond, et accroître le sentiment d'action, que ça facilite, que ça aide à la fois motiver à trouver des solutions, à devenir conscient des dynamiques de pouvoir, adhérer au rôle et responsabilité de l'autonomisation de l'individu, de la collectivité, et avoir des environnements qui offrent des possibilités de comportements ou pratiques justes et inclusives. On le voit entre autres le SAGNU et tout ça, tu sais, comment on s'implique dans des processus bon, respectueux, etc., et démocratiques, dans le fond. Et aussi, on vise souvent l'implication dans les lieux de pouvoir, les mouvements sociaux, les communautés, les institutions et tout ça. Par rapport à donc, ces types d'activités-là ou ces trois projets dont vous avez parlé, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de manière tangible? Qu'est-ce que vous avez observé par rapport à la transformation sociale sur ces trois plans-là? L'individu, la relation ou plus large, le macro. Qui a envie de se lancer en premier? Je peux y aller, puis Philippe, le prochain coup, prochaine question, on fera l'inverse. Ça te va-t-il? Super, super. Bien, il y a, pour ce qui est de la SAGNU, il y a 3 ans, on a pris vraiment le temps de faire une étude un peu plus poussée là, des impacts du projet. Donc, on a demandé aux jeunes cette année-là de répondre à davantage de petites questions là, pour nous outiller un petit peu. Puis, donc, ce que je vais vous dire là, ça vient vraiment des jeunes eux-mêmes puis elles-mêmes. Donc, ce n'est pas nous qui avons juste observé ça, même si on le confirme, là, mais clairement que ça venait des jeunes, ces constats-là. Donc, des changements au niveau personnel, il y en a plusieurs. Puis ceux qui revenaient le plus souvent de la part des jeunes, c'était apprendre à consulter des sources d'informations fiables. Juste ça en partant, pour ce qui est d'être un ou une citoyenne engagée dans son milieu, c'est comme une base, c'est un minimum de dire bien, comment je m'informe. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que la SAGNU contribue à développer. Entre autres parce qu'on est mis en relation avec des étudiants qui font de la recherche, qui sont à l'université. Donc, tout ça réussit à ruisseler jusqu'aux élèves du secondaire. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Un autre élément qui revient, c'est la capacité de prendre parole devant les gens. Donc, oui, devant une assemblée, mais aussi vraiment en équipe. Donc là, on touche plus au relationnel, mais vraiment, les jeunes ont dit, ben, moi, j'ai développé des trucs pour prendre la parole devant des gens. Donc, c'est aussi, quand vient le temps, d'après ça, regarder comment on peut s'engager
dans notre milieu, quand on est capable de s'exprimer puis de faire valoir notre point, déjà là, c'est un outil vraiment essentiel. Ensuite, un élément qui nous avait surpris quand même beaucoup au niveau des changements personnels, c'est la capacité à respecter un code de conduite, à comprendre comment prendre la parole aussi. Donc, pas juste l'apprendre, mais comprendre le contexte, les différentes contraintes que peuvent avoir ces différents milieux de prise de parole. Fait que ça, c'est revenu. Finalement, la gestion du stress. On sait que pour ceux et celles qui ont peut-être une personnalité de militant, de militante, on peut être soumis à toutes sortes de stress quand on se met à s'investir à fond avec cœur dans un enjeu, tout ça. Puis ça, c'est le fun parce qu'il y a des gens qui ont dit, moi, ce projet-là m'a appris à gérer le stress de différentes manières. Donc, déjà là, on est comme, wow, ça a des impacts vraiment très concrets chez les jeunes. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 89% des participants cette année-là qui ont dit ce que j'ai appris avec ce projet-là, je peux le transférer à d'autres sphères de ma vie. Fait que oui, c'est une simulation. Oui, on est dans on fait semblant, au bout du compte, on représente un pays, mais tout ce qui est acquis les jeunes considèrent que c'est utile à d'autres égards dans leur vie familiale, scolaire, citoyenne. Puis au niveau relationnel, ce projet-là permet vraiment, ce que les jeunes ont ressorti encore là, c'est l'écoute. Le respect de l'opinion des autres. Justement, le protocole d'Assemblée fait qu'ils n'ont pas vraiment le choix de s'écouter puis de noter ce que les autres disent. Donc, toute la structure du projet est faite pour que les jeunes soient appelés à développer ça, mais qu'ils et elles soient capables de le nommer, qu'ils l'ont développé, c'est vraiment le fun. La question de co-construire les idées, tu l'as nommé, Nancy, là, dès le début, quand on parlait de CM, la question de la co-construction est au cœur de tout ça. Puis, vraiment, les jeunes ont mis le doigt dessus dans comment le projet les a impactés, de dire, moi, en représentant le Burundi, j'avais des trucs à défendre, mais j'ai pu être à l'écoute de mes collègues du Venezuela, puis on a pu être ensemble pour s'affirmer, puis pousser un projet de résolution auquel les autres ont adhéré, puis ont ajouté chacun leur petit grain de sel. Donc, vraiment, la co-construction, c'est un gros impact au niveau des changements relationnels. Et très lié à ça, la recherche du consensus. Je pense qu'on le voit là, avec toutes les problématiques sociales qui sont très proches de nous, et la polarisation politique et tout ça. On voit que la recherche du consensus, les milieux pour trouver les consensus ne sont pas faciles à investir. Donc, de voir que les jeunes se sentent outillés pour atteindre des consensus sur des enjeux très polarisants. On parle de traite d'humains, on parle de changement climatique, on parle de guerre à la Saguenay, on parle de toutes sortes de choses. Donc, vraiment, ça, c'est une belle réussite, je pense, de voir que la recherche du consensus, ça devient quelque chose qui sont capables de tendre vers ça. Puis, c'est sûr que, compte tenu, comme je disais, que c'est une simulation, on est moins dans les changements systémiques. On n'influence pas la société en tant que telle par ce projet-là, mais clairement qu'il y a des jeunes qui se retrouvent beaucoup plus outillés pour faire face à ce système-là et à le comprendre. Tantôt, Nancy, tu parlais identifier les causes structurelles qui génèrent des relations de pouvoir, des relations d'inégalité. Même si dans le cadre de la SAGNU, on n'attaque pas ces problèmes-là, on parvient à accompagner les jeunes pour qu'après ça, ils puissent les identifier, ces systèmes-là. On parle d'inégalités liées au genre, on parle d'inégalités économiques, on parle de colonialisme, on parle de changement climatique. Donc, tous ces systèmes-là qui ont des impacts dans leur vie, souvent au quotidien, ils commencent à les voir un peu plus que juste grâce à leurs cours. Puis c'est souvent ça qui est dit des professeurs puis des enseignants, des enseignantes, c'est oui, on leur parle de ça, mais ceux qui font la simulation de l'ONU, ils le voient après ça avec un tout autre regard, beaucoup plus concret. Donc, j'irais là pour résumer, c'est pas mal le type de changement que ce projet-là de CM là, peut générer chez les élèves de secondaire 4-5 de l'Estrie. Merci. Philippe, donc, même question par rapport aux deux projets, des exemples des deux projets que vous avez présentés. Alors, pour le premier projet là, sur le tribunal permanent des peuples, des premiers impacts vraiment à échelle très personnelle, capacité de prise de parole. Donc, des gens qui n'auraient pas témoigné autrefois, qui auraient été gênés de prendre la parole, ont pu être préparés pour cette prise de parole-là, pour se présenter devant une instance officielle et tout ça. Donc, ça, définitivement, en termes de changement personnel, il y a eu tout ça. Il y a eu également, je dirais, léger changement social, mais c'est des changements qui sont aussi d'ordre personnel.
la sensibilisation générale de la population canadienne, c'est des milliers de personnes qui ont pu voir le tribunal. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui en ont entendu parler. Donc, le sujet est apparu un peu plus fréquemment sur les tribunes, dans des journaux. Évidemment, pas toujours les médias les plus lus ou les plus en vogue, mais oui, c'est apparu ici, à gauche, à droite, un peu partout. Donc, il y a eu un effet de sensibilisation quand même assez intéressant. Et c'est devenu beaucoup plus facile dans les années suivantes de parler d'industrie minière parce qu'il y avait déjà comme une base de connaissances qui a commencé à être construite au sein de certains segments de la population. Donc ça, ici, on parle de ça. Par contre, évidemment, là où il y a eu du concret, il y a eu des démarches politiques concrètes, des projets de loi, des négociations, donc tout ça a débouché évidemment là, sur des… parce que c'était un projet qui avait vocation à pousser vers ça. En même temps, c'est aussi une arme à double tranchant. C'est ce qui a pu être réalisé là, dans la réalisation de ce projet-là. C'est que quand les résultats ne suivent pas politiquement ou administrativement ou ailleurs, ça peut créer une grande déception chez les participantes et les participants de s'être investis émotionnellement autant dans une démarche qu'ils en sont arrivés à croire autant pour ensuite ne pas voir le résultat, par exemple, politique. Et c'est là où la démarche d'accompagnement des personnes participantes est excessivement importante afin de comprendre, en fait, quels sont tous les gains que l'on réalise grâce à cet exercice-là, au-delà que du gain politique. Puis là, le gain politique, on n'a peut-être pas obtenu le changement de loi immédiatement, bien que là, en ce moment, là, il y a vraiment des nouveaux développements là, cette année par rapport à ça. Mais on n'a peut-être pas, à cette époque-là, obtenu le changement de loi immédiatement, mais on s'en est rapproché substantiellement. On a obtenu des gains politiques en termes d'alliés au sein de différents partis politiques. On a obtenu des gains au niveau de journalistes d'influence. On a obtenu des gains à plusieurs… Je dis « on », mais ce n'était pas moi, hein, c'était… les gens du projet pour lequel j'ai eu beaucoup d'admiration, évidemment. Là. Mais donc, c'est ça, il y a eu ces gains-là, mais faire prendre conscience aux gens, aux participantes et aux participants de tout l'ensemble de ces gains-là fait aussi partie du processus parce que autrement, ce type de processus-là, qui se veut ancré sur la matière là même, peut vraiment être une arme à double tranchant. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, ça, franchement, et aujourd'hui, là, on voit même des impacts très concrets là, en termes de projets de loi et de loi. Donc, on va rester attentif au développement des prochaines années parce que c'est une bataille, évidemment, de très longue haleine. Mais c'est fascinant de voir comment ce projet-là a pu créer des petits, finalement, là, puis se multiplier dans le temps, puis, en fait, générer lui-même d'autres mouvements et d'autres prises de parole et d'autres initiatives similaires. Donc, ça, ce serait, disons, pour le premier projet là, en termes d'impact. Donc, il y a vraiment eu l'aspect plus personnel, moins dans le relationnel, j'ai l'impression, et puis un peu plus au niveau systémique. Inversement, lorsqu'on parle du deuxième projet, en fait troisième, du projet finalement là, en milieu scolaire, ici, on a vu des gains là, très rapides sur le plan de la confiance en soi, du renforcement d'auto-efficacité, du renforcement du sentiment d'auto-efficacité, d'efficacité collective, une diminution rapide du cynisme, ce qui ne faisait pas partie de nos indicateurs, mais c'était pour nous assez important à l'intérieur de ça. Et là, ce qui est très intéressant, c'était quelque chose qu'on souhaitait, mais qu'on a vu apparaître. Souvent, on va frapper des individus qui disent bon, moi, les changements, ça ne peut se faire qu'à l'échelle de mes habitudes de vie. Parce que c'est la sphère sur laquelle j'ai l'impression d'avoir un contrôle. Mais de permettre à des groupes écoles ou à des groupes de jeunes d'agir ensemble, d'apprendre ensemble sur ces dynamiques-là, leur donne aussi la confiance d'un coup que, en fait, on est capable de faire des choses ensemble. On est capable d'atteindre des objectifs. Et à travers ces projets-là, ils ont eu des implications concrètes dans la communauté, des projets d'impact. Des fois, ça peut être une levée de fonds, ça peut être autre chose, mais il y a eu toutes sortes de projets qui ont été organisés par les élèves et pour lesquels ils ont senti que, en fait, les changements, ils peuvent aussi dépasser juste ce que je peux faire dans mes habitudes de vie. Ça peut aussi se faire avec d'autres personnes. Puis j'ai désormais confiance que comme groupe, on est capable d'atteindre ce qu'on veut quand on met les efforts nécessaires ou quand on met les efforts et qu'on dispose des stratégies et des ressources nécessaires, on est capable d'obtenir des changements réels. Alors, ça a même donné confiance à ces personnes-là, non seulement à croire en leur groupe, mais à croire en d'autres groupes
comme la possibilité pour la société québécoise d'aller plus loin dans ses revendications environnementales. Et donc d'aller investir d'autres sphères d'engagement, comme une sphère un peu plus politique, des sphères un peu plus, donc que ce soit la politique municipale ou provinciale. Et ça, c'était c'était un souhait un peu tacite des équipes qui organisaient ces projets-là, mais on ne l'avait pas planifié complètement comme ça. Par contre, c'est ça. Ce gain de confiance-là au sein de l'endogroupe, finalement au sein du groupe de proximité, a permis d'aller chercher la confiance nécessaire pour agir au sein d'autres groupes et de faire confiance que comme collectivité, on est aussi capable d'atteindre le changement. Alors qu'au départ, on avait des visions qui étaient quand même assez séparées de ça va être des changements individuels dans mes habitudes de vie, puis collectivement, je ne suis pas sûr qu'on va s'en sortir. Donc, on avait cette perspective-là qui a pu être complètement renversée. Les changements relationnels ont également été assez importants. Donc, une diminution drastique de l'intimidation dans certains des milieux pour lesquels des activités assez particulières ont été intégrées avec un travail systématique et systémique sur l'appartenance du groupe avec des outils et des démarches précises. Donc, en fait, le travail dans une optique de citoyenneté mondiale, c'est aussi s'enraciner dans sa... Donc, c'était fait dans un continuum où l'engagement envers la planète se vit dans l'engagement à travers soi-même, pour les plus jeunes, auprès de mes proches, auprès de ma collectivité, auprès de ma culture, auprès de ma société, auprès des autres sociétés, auprès des autres peuples. Donc, c'est vraiment un continuum comme ça. Et à chaque étape, c'est de travailler l'appartenance envers ces tout-là, mais dans une approche vraiment très systématisée. Et ça s'est traduit donc par l'utilisation, puis je nomme juste comme ça là, sur le vol, différents outils là, de sociogrammes, entre autres, ont été utilisés pour permettre de faire des cartographies relationnelles des élèves, pour agir en prévention des situations d'intimidation. Et on a réussi sur plusieurs groupes à obtenir en fait des 0 cas de violence, 0 cas de violence, d'intimidation ou autre, passé décembre, là. Donc passé les premiers mois d'école, alors que c'était des jeunes qui, pour l'instant, s'étaient fréquentés pendant plusieurs années, pour lesquels il y avait un paquet de chicanes, pour lesquels il y avait un paquet de cas problématiques ou d'enjeux qui survenaient constamment, des petites gangs, puis derrière comme ça. Mais au niveau vraiment, il y a eu une transformation des relations au sein du groupe. Et c'est également quelque chose qui a été, puis là, je vous amène juste comme ça ailleurs, parce que ce projet-là, on le menait en parallèle avec une équipe au Brésil qui faisait exactement la même chose et ont obtenu exactement les mêmes résultats. Une diminution drastique de la violence au sein des groupes scolaires, puis une diminution drastique de l'intimidation. Donc, puis nos résultats s'accordaient là, à la perfection, donc on était assez surpris, en fait, d'obtenir. Évidemment qu'on avait un peu organisé ça comme ça, mais on n'avait pas imaginé qu'il y avait un aspect aussi, disons, transculturel, là, et des contextes de vie qui étaient quand même assez différents, là, de milieu rural, milieu urbain, au Brésil, au Québec. Il y avait tellement de caractéristiques différentes et malgré ça, à travers le levier de l'ECM, le même type de transformation se sont opérées au niveau relationnel. Et finalement, au niveau systémique, bien, effectivement, c'est peut-être là où il y a moins de transformation visible, disons, à l'échelle de la société. Par contre, il y a eu des gains assez substantiels, à mon sens, quand même, qui ont été réalisés à une échelle systémique de petite échelle, c'est-à-dire la systématisation, par exemple, de l'ECM dans la programmation scolaire de ces écoles-là. L'intégration dans le descriptif de tâches de conseillères pédagogiques qui travaillent au niveau des centres de services scolaires d'un mandat ECM ou d'une ligne de leur description de tâches qui dit que désormais, cette personne est aussi responsable de l'ECM. Ce qui veut dire que cette personne-là change de poste, mais la prochaine qui la remplace doit aussi agir en ECM dans le cadre de son mandat. Alors, comment est-ce qu'on a pu, ce projet-là a servi suffisamment de modèle pour permettre d'aller insérer aussi, créer des petits changements au sein même des structures scolaires dans la manière d'organiser la programmation scolaire et le soutien aux enseignantes et aux enseignants. Merci. Mais c'est intéressant de voir que certains projets ou démarches ont plus d'impact de transformation au niveau personnel, d'autres relationnels, d'autres systémiques. Puis aussi, je pense, c'est pas linéaire. C'est pas des fois, les gens s'engagent dans une grosse campagne ou une lutte au niveau plus systémique et que par la suite, ça a des changements personnels ou relationnels par la suite. C'est pas nécessairement que tu fais des choses qui visent le changement personnel puis ensuite relationnel et systémique, en tout cas. Mais c'est intéressant de voir que ces différents niveaux d'impact par rapport aux transformations sociales. J'aimerais ça maintenant, fait que là, on va aller dans
ben, je sais, Dominique, tu as dit qu'on changera l'ordre, mais là, pour donner un break à Philippe, on va quand même le relancer à toi si ça te va de répondre à la prochaine. Comment ça te va? Comment est-ce que ces démarches ou projets stimulent l'engagement social et citoyen? Oui, c'est sûr qu'on parle avec la SAGNU de quelque chose qui touche les relations internationales. On est dans un contexte, comme je disais tantôt, de simulation. Mais malgré ça, on voit que dans la petite étude dont je parlais tantôt, il y a 83% des jeunes qui ont participé en 2020 là, qui disaient, moi, ce projet-là, ça leur a renforcé certaines valeurs. Lesquelles? La solidarité, le respect, l'inclusion, puis le vivre ensemble. Fait qu'à partir de là, c'est sûr que là, on n'a pas, nous, d'effet de causalité, là, de ceux qui ont participé à la SAGNU vont faire tel truc après. Bon, on n'a pas accès à ces données-là. Mais on peut quand même supposer qu'avec ces valeurs-là, c'est des jeunes qui vont avoir tendance à être plus engagés dans leur communauté, ne serait-ce parce que ces valeurs-là, ils vont les avoir vécues, vont les avoir développées, puis ils vont les avoir expérimentées d'une manière différente. Ça va les avoir renforcées. Donc ça, je pense que ça nous donne confiance en la suite des choses avec les jeunes qui ont participé à ce projet-là. Puis, un autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y en a 75% qui disent « Moi, ce projet-là me donne envie de m'engager dans d'autres projets de ce genre-là. » Fait que là, on parle de conseils étudiants, on parle de conseils municipaux jeunesse, on parle de lieux d'engagement de jeunes dans différentes municipalités ou dans leurs s'ils vont au cégep plus tard et tout ça. Donc, que le 3/4 des jeunes disent « Ouais, moi, ça m'a permis de confirmer que ce type de projet-là m'interpelle puis m'intéresse, bien, c'est sûr que c'est des jeunes après ça qu'on va revoir ailleurs. Puis c'est le cas. Ça, on les revoit. Il y a des visages qui nous sont très familiers quand on arrive au cégep à l'université. Ah oui, toi, tu as fait la simulation de l'ONU il y a 3 ans. Puis on a des témoignages vraiment sur le vif de gens qui disent Ah, moi, ça m'a vraiment dégêné. Puis maintenant, je suis rendue secrétaire dans mon association étudiante. Je me suis présentée aux élections. Puis on voit vraiment que ça a été des fois un déclencheur pour certains jeunes. On le sait tous et toutes, je pense qu'il y a des jeunes qui carburent à ça, fait que ce projet-là n'a fait qu'ajouter finalement une couche à ce qui tripe déjà, mais il y en a vraiment pour qui ça a été un moment de révélation personnelle qui a eu un impact sur leur trajectoire de vie. Puis oui, au niveau de leur engagement, mais au niveau de leurs études, au niveau de ce qui les interpelle. Cette année, juste pour vous donner une idée, sur mes 10 formateurs à l'École de politique appliquée, qui ont été sélectionnés pour former les étudiants du secondaire. Il y en a 2 qui ont fait le projet quand ils étaient eux-mêmes ou elles-mêmes au secondaire. Fait qu'on voit qu'il y a le désir de redonner finalement au suivant, de partager cette passion-là pour faire vivre cet engagement-là d'une génération à l'autre. Fait que c'est super le fun. Puis, des jeunes, justement, qu'on a vus il y a eu des élections récemment, là, on a vu des jeunes qui étaient dans des équipes électorales, peu importe quel parti, c'est pas ça l'important, mais on voit que ça l'a donné, que c'est des jeunes qui aiment s'engager par la suite dans leur milieu. Donc, c'est vraiment, comme je dis, on n'a pas les preuves de cause à effet, comment la SAGNU a été le déclencheur, mais on a des témoignages de certains jeunes qui clairement confirment que ce type de projet-là a été transformateur pour eux. Fait que nous, dans ce temps-là, c'est sûr que ça nous conforte dans l'impact que ce projet-là peut avoir dans notre milieu en Estrie. Super, merci. Alors, Philippe, engagement social, engagement citoyen. Oui, je vais y aller par quelque chose de très, très simple, parce que c'est un peu le même constat pour ces 2 projets-là. C'est, puis je pense que ça résonnerait aussi avec ce que les jeunes ont vécu de ton côté, là, Dominique, mais je ne savais pas qu'on pouvait s'engager par ce canal-là. Mm-hmm. Je ne savais pas que c'était une chose. Je ne savais pas que c'était une option. Je savais pas. Et non seulement je ne savais pas que c'était une option, mais maintenant que je sais que c'est une option, mais je me sens aussi outillé pour m'engager dans ce même type de démarche-là. Donc, le tribunal permanent des peuples a inspiré d'autres démarches analogues auprès des participantes et des participants, mais aussi de personnes qui étaient simplement témoins, qui disaient « Ah, je ne savais pas que ça pouvait s'organiser, ça! » Puis même l'équipe à Montréal, c'était ça aussi. C'était, après l'avoir vu ailleurs, c'était comme « C'est donc bien une bonne idée ce qu'ils ont fait là-bas. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose ici? » Donc, le fait que ce soit quelque chose de public, de visible, ça donne des idées.
Puis le fait aussi que ça sort des sentiers battus, de l'usuel, de ce que j'ai l'habitude de voir, permet aussi de casser un petit peu le cadre et le moule et de stimuler d'autres formes d'engagement parce qu'on ne se voit pas toutes et tous à travers les formes d'engagement qui nous sont traditionnellement proposées. Par exemple, manifestation avec des piquets, ou bien la pétition, ou bien envoyer une lettre. Peut-être que moi, je me sens pas à l'aise à l'écrit, ou peut-être que la pétition, je me sens frileux, ou peut-être que je suis moins, je veux moins me rendre visible dans la rue. D'autres personnes, au contraire, vont triper sur ces moyens d'implication-là. Et chacun de ces moyens a une place, mais souvent, je pense, je crois que c'est comme des fois une habitude, des fois dans l'écosystème des organismes, de valoriser souvent un peu les mêmes groupes de moyens. C'est souvent ce que les médias nous rapportent. Les pétitions qui ont fonctionné ou qui ont échoué, les manifestations. Puis bon, c'est à peu près ça dont on entend parler puis ensuite, sinon, on se rabat auprès des habitudes de vie, des changements quotidiens, etc. Donc, avec un discours très libéral ou néolibéral axé sur, finalement, qui pose toute la responsabilité individuelle ou la responsabilité des changements sociaux sur l'individu comme tel. Donc, on est souvent avec quelques options de changement social, mais de pouvoir explorer des mécaniques comme celle dont tu as parlé, Dominique, le tribunal populaire, le tribunal permanent des peuples, mais également tous les petits micro-canaux d'engagement, par exemple, que les élèves ont pu découvrir à l'intérieur de l'intégration des programmes de CIEM dans leurs écoles. Mais je ne savais pas qu'on pouvait s'engager de cette manière-là. Je ne savais pas qu'il y avait autant de belles options, numéro un. Et deuxièmement, je me sens en plus désormais outillé pour prendre ces options-là. Et dans beaucoup de cas, ce qu'on remarque, c'est une volonté d'engagement, mais sans nécessairement savoir par où commencer. Alors, ces projets-là permettent de répondre à ça. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de venir construire ça pour stimuler l'engagement. Parce quelqu'un qui ne trouve pas un canal d'expression de son engagement, cet engagement-là peut mourir. Cet engagement-là peut se dessécher. C'est comme des fois, j'utilise l'analogie de semer. On peut semer, oui. Ces projets-là sont des graines que l'on sème, mais des fois, on peut semer dans le désert. Puis des fois, on peut semer dans un marécage où la graine va pourrir avant de pouvoir germer. Donc, tout dépend du type d'expérience qui est offerte, puis de la diversité de ces expériences-là, puis a-t-on un terreau fertile pour semer, puis etc., etc. Donc, en fait, je pense que c'est important de pouvoir diversifier aussi les espaces et les canaux d'engagement. Nous sommes aussi diversifiés dans nos identités que dans nos manières de vouloir exprimer nos engagements. Merci. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle virtuelle qui ont des questions ou d'autres témoignages ou d'autres exemples? Parce que je vois quelques autres membres de la COSI dans la salle, mais il y en a aussi d'autres personnes. Donc, si vous avez des questions vraiment sur donc, l'impact par rapport à l'engagement social, citoyen, transformation sociale. Alors, questions. Des fois, on est plus en mode écoute. Moi, j'ai une question de relance là, sur on parle souvent que les activités d'éducation à la citoyenneté mondiale visent le savoir-agir, donc des apprentissages, visent aussi le vouloir agir, l'engagement, la motivation, et visent le pouvoir d'agir, donc les capacités du milieu, le sentiment d'efficacité. Est-ce que vous avez, dans vos exemples, là, vous pouvez comme un peu aborder ces notions-là? C'est quoi les différences entre le savoir, le vouloir, le pouvoir agir, et comment vous le voyez concrètement là, dans les projets dont vous avez parlé? Bien, Philippe, je pense que tu viens d'en parler vraiment bien en plus, là, justement, en tout cas, moi, ça me fait tout de suite penser à ça, ta question, Nancy, c'est par rapport au fait il existe cette manière-là de m'engager, puis non seulement j'ai appris des choses pour pouvoir le faire, mais je sais maintenant que je peux le faire. Que, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Moi, en tout cas, Philippe, je serais curieuse de te réentendre un peu plus longuement sur peut-être cet aspect-là, si tu veux, là, parce que je trouve que c'est vraiment en lien avec la question de Nancy. Là. Oui, bien, je pense que ces trois dynamiques-là
il y a un équilibre à atteindre souvent à l'intérieur des projets par rapport à ça. Parce que faire grandir trop rapidement, puis c'est bizarre ce que je veux dire, là, mais, mais donnez-moi une minute. Mais faire grandir rapidement la volonté d'agir sans avoir des fois les outils pour agir peut amener à beaucoup de frustration, de cynisme, puis de sentiments d'impuissance. Inversement, certaines personnes disposent du pouvoir et des ressources pour agir, mais des fois n'ont pas la volonté d'agir. Donc, ça, évidemment, c'est une autre dynamique sur laquelle on peut travailler par de la sensibilisation, par du plaidoyer, par de la mobilisation. Et on a évidemment des fois des jeunes avec lesquels on travaille ou des adultes qui ont la volonté d'agir, ont ont des compétences pour agir, mais les conditions de leur milieu, au niveau du pouvoir agir, finalement, les conditions de leur milieu économique ou socio-économique ou social ou ethnique ou autre font en sorte que ça devient difficile pour ces personnes-là de pouvoir prendre la place qu'elles pourraient prendre autrement. Alors, il y a, je crois, un équilibre aussi à aller chercher entre donc développement du savoir agir et du pouvoir agir, afin de garder finalement l'analogie serait dans le milieu de l'éducation, la zone proximale de développement, entre la difficulté des défis auxquels nous sommes confrontés et les compétences dont nous sommes dotés pour affronter ces défis-là. On souhaite créer un équilibre pour garder la personne en mouvement puis en apprentissage constant, qui sent qu'il y a un défi, mais je pense que je peux le relever. Quand il y a un déséquilibre entre les deux, soit on génère de l'anxiété, soit on va générer de l'ennui ou toutes sortes d'autres comportements autour de ça. Mais donc en engagement, je pense qu'il y a la même dynamique de zone proximale d'engagement, finalement, entre le vouloir agir et les savoirs agir. Et là où je pense où agit le pouvoir agir, c'est là où des fois, il faut travailler sur la durabilité de l'engagement, parce que des fois, les conditions de notre milieu ne favorisent pas du tout notre engagement, de un, et les conditions ou les enjeux qu'on essaie d'affronter sont parfois d'une échelle qui nous semble quasi insurmontable ou insurmontable. Alors, je pense que la combinaison de renforcer la motivation, finalement, puis travailler sur la pensée prospective, puis la pensée dans le long terme de la transformation sociale, tout en travaillant sur le savoir agir, mais en gardant en tête qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher comme savoir agir et comme type ou format de motivation pour réussir à surmonter ou transcender certaines des limitations contextuelles ou certains des obstacles qui sont plus de nature systémique ou sociaux ou autres dans le milieu. Donc, pour moi, c'est toujours des projets réussis le font souvent instinctivement de réussir à créer l'équilibre entre ces trois dimensions-là. Puis, les projets où généralement, après, on regarde et les résultats sont moins intéressants, mais souvent, ce qu'on peut noter après, c'est qu'il y a un déséquilibre finalement entre ces trois dimensions-là. Mais là, ce n'est pas une science exacte non plus. Hein? Là, je vous parle d'observation, puis de grille de lecture, puis de stratégie pour monter nos activités, mais ouais. Oui, puis tu sais, je voudrais rebondir juste une minute sur le fait que tu parles de motivation. Cette semaine, je rencontrais justement les équipes de formateurs et de formatrices pour la simulation de l'ONU, puis c'était un petit peu une formation 101 sur des notions pédagogiques, parce que ces étudiants, ces étudiantes-là vont devoir accompagner des jeunes secondaires. Puis, je leur parlais un peu des différentes théories de la motivation dans le milieu pour l'apprentissage. Le sentiment de compétence, puis le sentiment de contrôle, c'est au cœur d'être capable d'apprendre puis d'assimiler des nouvelles informations. Donc, dans ce projet-là, c'est toujours une lunette qu'on met de dire est-ce qu'on demande aux jeunes, est-ce qu'ils ont les outils pour le faire? Je pense que ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire, mais est-ce qu'ils ont un contrôle sur comment ça va se passer? Est-ce qu'ils ont un contrôle sur cet apprentissage-là, que ce soit au niveau du rythme, au niveau de ce qu'ils ont envie d'acquérir comme connaissance et tout ça? Fait que, oui, c'est ça. Tout ça se mélange bien aussi dans... C'est ça, on dirait que je fais le lien pendant qu'on en parle, mais on est vraiment là-dedans aussi avec la simulation de l'ONU, avec les étudiants d'université, de les sensibiliser à ces éléments-là de savoir agir, pouvoir agir et tout, parce que c'est eux, au bout du compte, qui vont beaucoup accompagner les jeunes. Fait que tout ce transfert-là aussi se fait par la bande des étudiants d'université. Merci. On a une question de la salle virtuelle. Johanna Baez. Oui, bonjour. Dans le cadre des JQSI, donc on va faire beaucoup d'ateliers dans les écoles secondaires. On invite les jeunes à s'engager. J'ai toujours un questionnement par rapport à est-ce qu'on leur demande de faire quelque chose ou est-ce qu'on les accompagne à trouver quelle est leur meilleure voie d'engagement personnel?
Voilà. Merci. Et peut-être juste dire, donc, les JQSI, c'est les Journées québécoises de la solidarité internationale qui se déroulent au mois de novembre et qui, cette année, donc, on fait une publicité. Vous pouvez visiter le site web. Je pense que c'est JQSI quelque chose, .qc.ca probablement, ou sur le site via le site de l'AC aussi. Et cette année, c'est sur la justice économique. Alors, qui veut répondre à la question? Merci, Joanna. Ben, moi, j'en anime des ateliers des JQSI, Joanna, fait que peut-être que je peux te parler de ce que moi je fais. Mais en fait, ce qu'on trouve intéressant, puis je pense que ça va faire écho avec quelque chose que Philippe a dit tantôt, mais c'est d'offrir une diversité d'actions, puis de voir après ça qu'est-ce qui parle aux jeunes. Moi, je suis moins du genre à comme dire en terminant l'atelier, voici une pétition à signer. T'sais. Mais peut-être que je vais dire, oui, il y a une pétition, mais tu peux aussi aller voir telle capsule vidéo si tu as envie d'en savoir plus pour sensibiliser des gens autour de toi. Souvent, on termine les ateliers avec une pluralité de pistes d'action pour justement toucher au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau systémique. Fait en offrant différents niveaux, ben, le jeune va peut-être être davantage capable de dire « Ah, moi, celui-là, il me parle, puis ça m'intimide plus, je suis moins portée à aller vers là. » Mais peut-être que quand il va te revoir dans un atelier l'année prochaine, il va peut-être être rendu à un autre niveau et dire « Ah ouais, moi, ça, ces changements-là personnels, ben, peut-être que je les ai eus, puis peut-être que là, je suis prêt à aller dans plus de parler, sensibiliser des gens autour de moi. Donc, voici les ressources que je peux utiliser pour en parler. » Fait que nous, souvent, il va plus dans une petite pizza là, de all-dress d'options là, dans laquelle les jeunes peuvent aller puiser selon où ils sont rendus dans leur propre cheminement. Là. J'aime beaucoup ce que Dominique dit parce que la pizza all dress, mais tant que tu n'ajoutes pas d'ananas, c'est correct. Mais ça. J'aurais comme deux commentaires par rapport à ça. Le premier, c'est aider à organiser aussi les options de qu'est-ce que je peux faire. Donc, cette pizza-là, ben, elle a une forme. Elle a des pointes, puis il y a une organisation de mes actions par rapport à ça. Il y a des actions qui sont plus d'ordre personnel. Il y en a que je vais faire en gang, il y en a que je vais faire tout seul chez moi, il y en a que je peux faire avec mon école, il y en a que je peux faire dans ma communauté. Être capable d'identifier des pôles comme ça d'action permet aussi aux apprenantes et aux apprenants de se créer un univers de sens de l'action, univers de sens qui favorise largement le passage à l'action. Donc, c'est un peu la pizza, elle a une forme. C'est pas juste un paquet d'ingrédients lancés sur la table comme ça. Absolument. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup ton analogie de la pizza. Puis, l'autre chose que je dirais, c'est parfois, il y a un risque. Puis là, je vais mentionner spécifiquement la pédagogie de l'indignation de Paulo Freire. Donc, la pédagogie de l'indignation est très fonctionnelle comme méthodologie, c'est-à-dire on indigne un groupe ou une personne, on informe, donc c'est les 3 saints. Donc, on indigne, on informe, puis ensuite, on implique la personne. Donc, ça, ce format-là fonctionne bien. Dans une démarche d'apprentissage, dans un atelier, sur une année, sur une semaine, etc., c'est quelque chose qui peut être très fonctionnel. Lorsque, néanmoins, c'est fait sur un coin de table ou que c'est fait dans une interaction rapide sur le coin de la rue, ça peut facilement devenir une forme de manipulation où je te choque avec une image ou des chiffres, je te donne de l'information qui va te diriger vers l'action que je souhaite. Et ce qu'on a réalisé, c'est que ça développe chez les personnes qui sont les récipiendaires de cette stratégie de mobilisation-là une passivité, en fait. Parce que je viens de me faire choquer par rapport à un enjeu que je ne savais même pas qu'il existait. On me donne des informations là-dessus, puis on me dit déjà quoi faire. Ah, facile. Fait que là, j'ai le goût d'agir parce que c'est un continuum mobilisant. Le problème, c'est que lorsque ça développe, et ça peut développer, mais on constate que ça développe aussi chez certains groupes, l'habitude que si je constate un problème, j'attends qu'on m'apporte la solution avec le problème. Et ça, ce n'est pas un réflexe qu'on souhaite développer. Alors, des fois, il y a un équilibre entre, effectivement, être capable de dire voici ce que nous, on propose dans le cadre de notre activité, mais regardez aussi ces autres options-là. Justement, afin de pouvoir répondre, comme le disait Dominique, mais à ces différents chemins ou chemins personnels ou profils personnels-là aussi. Donc, je pense que pédagogie de l'indignation, ça peut être une approche qui est incroyable,
très efficace pour la mobilisation, mais il faut toujours faire attention à la manière dont on dirige vers la conclusion, puis en combien de temps surtout. Tu sais, laisser le temps au processus de se faire. La phase d'information, c'est une phase d'apprentissage, ce n'est pas une phase de bourrage de crâne. Puis si au bourrage de crâne suit l'interpellation à une action précise, mais ça devient des solutions autoguidées. Puis en plus, on s'approche Enfin, on développe une relation qui est beaucoup plus hiérarchique par rapport à l'engagement social, où je vais attendre la solution, je vais attendre que quelqu'un me propose quelque chose. Et ça met, évidemment, ça engendre aussi un deuxième problème qui est d'être très peu autocritique des solutions qu'on se fait proposer. Et si j'ai le malheur, plus tard, troisième problème, de découvrir que la solution qu'on m'avait proposée cette journée-là, en laquelle j'ai vraiment cru, finalement, n'est pas si efficace que ce que je pensais, bien là, c'est désillusion et catastrophe parce que je n'ai pas eu tout le contexte pour vraiment saisir l'importance de l'action que je prenais ou que j'allais prendre, ses pour et ses contre, ses avantages et ses inconvénients. Puis, ben, est-ce que c'est... Donc, des fois, parce qu'il y a une forme de compétition aussi narrative entre les organisations sur les solutions qu'on peut proposer, bien, on souhaite vendre notre solution comme étant la meilleure. Mais en faisant ça, des fois, on essaie tellement de convaincre que notre solution est la bonne qu'on disqualifie les autres solutions et que ça amène la personne dans un chemin très dangereux au niveau de sa perception du changement social. Enfin, ça fait quelques constats comme ça. Donc, oui, effectivement, je suis beaucoup plus fan de la pizza ou bien je vais utiliser ton analogie. Je te propose une pizza toute garnie, mais je vais aussi te proposer un sundae après. Donc, il y a peut-être une action que je vais mettre en valeur particulièrement, mais le repas principal reste d'explorer différents chemins d'engagement. Donc, sinon, quand il n'y a qu'une action proposée, je suis quand même assez fan de dire, bon, faut que la personne comprenne le contexte de l'action, le cadre de l'action, etc. Puis, en tout cas, sans faire une heure de plus sur ce sujet-là, des fois, on arrive dans des contextes où les jeunes ou le groupe de jeunes ou d'adultes posent déjà une action qui s'est fait vendre comme étant la bonne solution, par exemple, une cueillette de vêtements pour des personnes en situation défavorisée, ou etc. Puis là, ils vont éventuellement réaliser qu'ils ne font que répondre aux symptômes et pas aux causes. Mais on va faire avec eux un exercice d'arbre à problème pour qu'ils réalisent par eux-mêmes qu'effectivement, c'est au niveau des symptômes et non au niveau des causes profondes associées au développement de la pauvreté. Mais on va quand même valoriser le fait que, ben oui, il y a quand même des personnes en situation d'urgence aujourd'hui qui ont besoin de vêtements. Mais être capable de déjà pré-situer où se situe notre intervention ou notre action aide en fait à affronter une partie de la désillusion avec eux, qui fait en sorte que cette désillusion-là devient en fait une note d'espoir plutôt que de plus tard se rendre compte que, et c'est ça toujours le danger, c'est intervenir, tu laisses la personne avec une information, une stratégie, et plus tard, par elle-même, elle va découvrir que finalement, ce n'était pas si chouette que ça ou que ça ne répond pas aux causes du problème. Puis là, tu n'es pas là pour jaser avec elle, il faut lui dire, oui, mais c'est quand même important pour d'autres raisons. Donc, des fois, j'essaie de donner une claque rapidement pour pouvoir discuter de cette claque-là en atelier quand on a encore le groupe, que de laisser partir les personnes, puis ensuite qu'ils affrontent. Bien évidemment, on fait confiance aux gens aussi, mais enfin, c'est ça. Bien, merci. Notre heure tire à sa fin. Alors, je voudrais remercier Dominique Forget et Philippe Tousignan pour vos partages d'expériences qui démontrent, je pense, c'est stimulant, puis ça démontre clairement l'impact des activités que les activités d'ECM peuvent avoir. Alors, bien, merci et bonne fin de journée à tout le monde. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci. Bye tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.